messieurs les parlementaires, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence, nombreuses ce soir à Chaponneau. On est dans un monde où la technologie avance à une vitesse phénoménale, mais tout ce qui est faisable n'est pas forcément souhaitable. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier votre député Thomas Gassiliou. Ces sujets invitent évidemment chacun à se questionner sur soi, sur la famille et sur le modèle de société auquel il aspire. Votre député Thomas Gassiliou portera auprès de moi le fruit de vos réflexions. Je les attends déjà avec impatience. Alors l'éthique, c'est très compliqué. Il y a toujours le triangle entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Quand on parle du monde que l'on veut pour demain, peut-être que l'on pourrait parler aussi de quelle humanité voulons-nous pour demain. Là, actuellement, la science est capable de reprogrammer une cellule, je ne sais pas, de rein en gamète. Donc ça pourrait dire que, je ne sais pas, demain, votre petit-fils naît d'une gamète artificielle, la filiation il serait issue d'un rein. Enfin, on arrive à des trucs aberrants. Je n'ai pas besoin d'indiquer toutes les précautions que l'on doit avoir pour aborder ces questions pour lesquelles, bien évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. Quelles sont les réponses qu'on peut donner pour que les gens aient envie de donner leurs organes? Si vous entendez encore des réticences aux dons d'organes, eh bien, donnez-leur les arguments qui permettent de vaincre ces obscurantismes qui datent d'un autre siècle. Moi, le don de cœur, par exemple, me pose problème, puisqu'à partir du moment où on prélève un cœur, c'est un cœur qui est vivant, nécessairement pour le transplanter. J'ai pas compris pourquoi l'intelligence artificielle intervient dans ce problème de bioéthique. Ce sont des moyens très performants, mais il était très important dans la loi de bioéthique de bien dire que tout ceci est asservi à l'homme. Est-ce que progresser, c'est forcément évoluer? C'est vrai que toutes les découvertes ne méritent pas d'être appliquées, et loin s'en faut. Par contre, ça ne justifie pas l'arrêt de la recherche scientifique. À quelles conditions peut-on utiliser une technologie existante lorsqu'on va bien et qu'on veut aller encore mieux? Enfin, la France a choisi de beaucoup limiter les tests génétiques, plus qu'aucun autre pays au monde. On brise un peu la sacralité de l'humain. On est un peu des apprentis sorciers quand on fait ça avec nos propres matières humaines. Je voudrais dire que les OGM ne font pas peur, c'est qu'on n'en veut pas. Et je crois que personne conteste ces thérapies géniques qui vont les guérir complètement, mais qui fabriquent au niveau de leurs cellules des OGM. Je m'interroge dans cette loi sur la PMA, sur la rupture d'égalité pour les enfants, puisqu'il me semble que l'on va créer des enfants, délibérément des enfants sans père. Le fait de la PMA pour toutes n'induit pas du tout, ni juridiquement, ni au niveau législatif, une quelconque propension à adopter la GPA. D'ailleurs, ça a été spécifié très clairement. Donc on ne peut pas dire qu'au regard de la procréation, un couple de femmes soit égal à un couple hétérosexuel, comme on ne peut pas dire qu'un couple d'hommes soit égal à un couple hétérosexuel. Vous nous avez dit tout à l'heure que des études ont montré que les enfants qui ont grandi avec des parents homosexuels étaient très heureux. Pourtant, l'Académie nationale de médecine nous parle de ces mêmes études et nous disent qu'elles ne sont pas convaincantes. L'enfant, quand il naît, trouve que la référence, l'exemple, c'est la famille dans laquelle il naît. Sur plusieurs douzaines d'études, pas une seule n'est arrivée à trouver la moindre différence entre tous ces enfants. Pas une seule. Bon, vous avez le droit de ne pas le croire, mais vous n'avez pas le droit de ne pas accepter le raisonnement rationnel et scientifique. Individuellement, les enfants sont capables de beaucoup de choses et tant mieux pour eux. Collectivement, qu'est-ce que ça veut dire? On prive délibérément les enfants de pères. Ça veut dire que les hommes ne sont plus nécessaires. Ça veut dire que vous, tous les pères qui êtes ici, vous ne servez plus à grand-chose pour les enfants. Sont sortis il y a quelque temps encore des articles éthiques justement qui s'interrogent sur la légitimité de faire des greffes d'utérus chez les hommes. Non, en France, il n'y aura jamais de greffe d'utérus chez l'homme. Je crois qu'il ne faut pas faire fantasmer les gens. Il ne faudrait pas oublier tout le processus aussi démocratique. Ce n'est pas qu'une seule personne qui va faire voter la loi. En tant que législateur, on a une responsabilité face à l'histoire qui est extrêmement importante, et le fait d'écouter et de débattre permet de se faire une opinion et de tenter, in fine, de faire le choix qu'on pensera être le bon. Les lois protègent, et elles protègent d'abord les plus vulnérables. Et toutes les lois que nous avons faites, et celle-ci en particulier, protègent plus l'enfant que quiconque d'autre. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du progrès. C'est la raison pour laquelle les prochaines lois bioéthiques ne seront pas révisées tous les 7 ans, mais tous les 5 ans, et que nous avons créé une délégation permanente. La vraie question n'est pas de figer les choses, mais de savoir à quelles conditions nous pouvons évoluer ensemble. Ça, c'est vraiment
la méthode du débat éthique qui permet de trouver les meilleures conditions. Je ne dis pas les conditions idéales, les meilleures conditions. Considérez que ce n'est pas terminé et je vous invite à ce que nous prolongions d'une façon ou d'une autre à inventer. Moi j'appelle ça les états généraux permanents, mais revenez quand vous voulez. Alors sur la forme, j'étais très heureux de voir que les choses avaient été bien pensées pour que tous puissent s'exprimer. L'initiative est très bonne de permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur un sujet quand même très délicat. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de sentir un peu ce que le député avait notre député avait un peu dans le ventre, disons, parce que j'ai aussi suivi les débats, vu qu'il s'était abstenu, et je me disais, tiens, quel est le sens de cette abstention? Ça, j'en étais très heureux. Alors moi, j'ai trouvé le débat extrêmement intéressant, parce que j'avais suivi la position de Thomas Gassillou, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Manifestement, les gens étaient plutôt, ont posé des questions de fond, et semblait assez dubitatif en fait sur ce projet de loi. J'ai beaucoup aimé la diversité des interlocuteurs, que toutes les opinions puissent être présentées, que chacun aussi puisse poser ses questions. C'était une merveilleuse idée d'organiser un débat sur ce thème. C'est un thème qui n'est pas facile et on a eu une qualité de conversation extraordinaire. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir la façon dont Thomas Gassillou travaille, en lien avec sa circonscription, parce qu'on a parfois l'impression que les députés sont très loin de nous à Paris. Et là, j'ai trouvé intéressant vraiment qu'il prenne l'avis de sa circonscription, qu'il écoute. Merci beaucoup à vous tous.